C'est devenu l'un des hommes forts de D8. Depuis la rentrée, il est aux commandes de pas moins de 4 émissions sur la chaîne. Le maillon faible, à prendre ou à laisser, le grand match des années 90. Et puis, touche pas mon poste, tous les vendredis, animateur joker. En quelques mois, Julien Courbet a réussi à se faire une place sur D8. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. D'abord, c'est vrai que vous présentez plusieurs émissions. Ça se passe bien à D8, visiblement mieux que pour Castaldi. Écoutez, pour Castaldi, je sais pas, moi, le pire, c'est que tout ça est venu au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas venu. Au début, je venais que pour Cyril Hanouna. C'était uniquement ça. Il y avait même Juste pas pour les être jeux. chroniqueur. Être chroniqueur, et il m'avait dit le vendredi, tu vas le faire normalement assez rapidement. Là-dessus, le maillon faible arrive, on me dit est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis allons-y, moi je veux faire du divertissement. Là-dessus, à prendre ou à laisser. Et puis là-dessus, avec Cyril, on passe un accord qu'il me demande de lui animer des primes à lui, puisqu'il a un gros volume sur la chaîne. Et c'est vrai que tout ceci, écoutez, de temps en temps, il y a des bonnes périodes, il n'y en a pas que des mauvaises, j'en ai connu quelques mauvaises, mais celle-ci est juste extraordinaire. Plus votre spectacle dont on parlera tout à l'heure également. Mais sur l'ambiance à D8, c'est quoi l'ambiance à D8? C'est vrai que c'est Cyril Hanouna le boss? Alors, le boss, non, c'est pas le boss. Cyril Hanouna a un poids qui est l'équivalent de ce qu'étaient les super poids lourds sur TF1 à l'époque. Et c'est tout à fait normal. Enfin, mettez-vous à la place des dirigeants de D8. Il assure peut-être 60% du chiffre d'affaires à lui tout seul. Il a donné l'âme à cette station et il fait des scores en access qui sont, mais stratosphérique, quoi. 1,5 million en access, alors que personne n'arrive à les faire en prime. Donc, évidemment, il a un poids de numéro 1 assumé, c'est-à-dire qu'il y a Cyril et puis nous on est derrière, mais ça on le sait. Mais vous, Julien Courbet, qui avait été sur TF1, qui avait été sur France 2, ça vous fait pas râler parfois d'être derrière Cyril Hanouna? Dieu merci, j'ai dépassé tout ça. Moi, vous savez, je suis pas là pour parler du spectacle, mais avec le spectacle, j'ai complètement basculé. J'ai dit maintenant, je veux m'amuser. D'ailleurs, j'aurais pas été chroniqueur si ça m'avait c'est pour ça que c'est surprenant. Et ben voilà, je m'amuse, je vanne, je suis autour de la table et les choses se sont faites. Je me suis découvert vraiment un nouveau personnage et c'est le bonheur. Et il n'y a pas de concurrence avec Cyril, vraiment. De toute façon, il peut pas y avoir de concurrence. Cyril, c'est le Paris Saint-Germain et nous, on est derrière et puis c'est comme ça. Ah oui, vous êtes vraiment dans une phase d'hyper-humilité vis-à-vis de lui. C'est pas de l'hyper-humilité. Attendez, puis en plus de ça, moi, je le vois faire. Je vous dis que je prends une claque. J'en ai vu passer des animateurs en 20 ans. J'ai été sur TF1, sur France 2, sur TMC, sur D8. Il a une sorte de génie du divertissement qui me bluffe. Et je vais vous dire un truc et je le pense vraiment. J'ai plus appris en étant autour de la table, en le regardant en quelques mois que pendant des années. Il m'a appris à casser, voilà, que le studio, c'est la vie. Il se passe ce qui se passe, il décrit tout, il s'en moque, il n'y a plus de conducteur. Tant pis, on fait vivre. Et moi, j'étais un peu de l'ancienne école, TF1, le conducteur, bonjour à tous, toujours un mot, poli, jamais d'agression, jamais de ci, jamais de là. Et voilà, et j'ai découvert qu'en fait, les gens aujourd'hui, la génération Internet, ce qu'elle veut, c'est du vrai. Et lui, il m'a appris ça. Mais j'ai aucun souci avec ça, vraiment. Et quand il vous pousse à faire le con, à vous déguiser autour de la table, il n'y a pas des moments où vous vous dites, ça va un peu loin? Chacun fixe ses petites limites. Moi, j'adore le déguisement. Alors, je sais pas, j'ai peut-être une autre vie de travesti quelque part, mais moi, ça me dérange absolument pas. Il y en a d'autres, je dirais pas non. Chacun. Non, mais dites-le entre nous là. Non, mais il y en a qui aiment moins. Tu vois, je sais que Jean-Luc aime moins. Jean-Luc Lemoyne. Il a moins se déguiser. Jean-Luc, il est plus dans la vanne et compagnie. Moi, ça ne me dérange pas, à condition que ça soit justifié. Ce que je lui ai demandé, c'est juste si à Scheim et qu'il faut se déguiser en Scheim, se mettre en soutien-gorge, je le fais. Mais que tout d'un coup, après une analyse d'émission, on dise tiens, pour s'amuser maintenant, vous allez. Je lui dis non, moi je veux que ça soit, mais après j'ai aucune limite. Et vous êtes allé jusqu'à vous mettre à poil d'ailleurs? Non, pas à poil complètement. Ça c'est sa griffe, ça c'est lui. Vous savez que donc moi, le bureau du patron, c'est ce qu'on a vu. Ah mais j'avais un petit slip. Ah d'accord, vous vous avez dit que c'était pas. Moi je crois à la télé, vous savez. Non. Je pense qu'à la télé on dit la vérité. Non, il y avait évidemment, de toute façon on l'aurait dit, c'est bien qu'on n'allait pas, je vais pas les montrer ma ZZ quand même au directeur D8, ça fait dans la deuxième année. Oui, mais pas la première saison quand même pas. Faut attendre un peu. Donc vous êtes très heureux sur D8, vous vous éclatez vraiment. Non, vraiment, honnêtement. Il y a Apprendre ou à laisser qui marche bien. Alors qu'il va revenir, c'est ce qui marche, c'est ce qui a marché le mieux. Apprendre ou à laisser, on laissait à Cyril 1,1 million. Où vous vous éclatez là vraiment. Alors ça se voit. Écoutez, je crois que c'est une des plus. Alors, si je dois faire le bilan, ce que j'ai fait de plus dingue à D8, c'est quand même le vendredi. Je vous assure, animer cette émission, c'est juste un bonheur parce que vous avez la bande qui est tellement rodée et derrière en jeu, Apprendre ou à laisser, il n'y a pas de question. Ce concept, je me mets à la place du mec qui a été le vendre. Je m'imagine moi dans le bureau d'Étienne Moujotte à l'époque en train de lui dire Étienne, j'ai un super jeu, ça consiste en quoi? On va ouvrir des boîtes. Il y a des questions? Non. Il y a des épreuves? Non. On n'ouvre que des boîtes. Vous vous rendez compte le génie du type? Et là, on a une série qui arrive où on va faire 3 primes, d'ailleurs, ce qu'on n'a jamais fait, avec des Miss France, avec des comiques, avec des vrais candidats. On passe de C'est sympa pour les comiques et les Miss France, mais... Pourquoi? Parce que vous dites, et un avec de vrais candidats, donc les autres, Non, des vrais candidats lambda. Ah oui, d'accord. Oui, pas des vedettes. 2 avec des vedettes, un avec des vrais candidats, non. Mais c'est vrai que ce jeu est dément. Il est dément. Je vous assure, c'est un truc Et on de voit que fou. vous éclatez dedans. En revanche, le maillon faible, vous vous faites chier.
Non, je me fais pas chier, mais c'est différent à faire. L'apprendre ou à laisser, c'est plus dans l'optique du one-man show, puisque vous êtes livré à vous-même, il n'y a pas de règles, c'est vous qui donnez le rythme à l'émission. Vous avez envie de C'est passer... Cyril qui avait dit que vous embêtiez dans le maillon faible. Non, j'ai dit que par rapport à apprendre ou à laisser, où il y a une totale liberté, la mécanique du maillon faible écrase l'animateur. C'est-à-dire que le créneau que j'ai pour faire le pitre, si j'ai envie de le faire dans le maillon faible, il doit être de 1 minute 40 sur toute l'émission. Mais Cyril, dans Les Pieds dans le plat, le 17 mars, avait dit quand on commence à faire des spéciales drag queen, c'est qu'on arrive au bout du concept. C'est ce que vous lui avez dit. Non, c'est pas moi, je lui ai pas dit ça. Le spécial drag queen, c'est un must Comment mettre la pagaille de TF1. Non, mais vous avez raison, mais TF1 avait fait des spéciales drag queen à l'époque, donc on a repris, enfin les producteurs. Et puis alors n'oubliez pas un truc qui est important, c'est que je ne produis pas. Donc le maillon faible, BBC, La Roche-Joubert, apprendre ou à laisser, un démol. Donc j'ai quand même moins mon mot à dire. Il y a plein de décisions qui sont prises sans me demander mon avis. Et avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Si, quand je suis pas d'accord, je fais pas. Ça, c'est, voyez, c'est le seul privilège de l'âge, c'est qu'aujourd'hui, j'ai refusé des émissions comme après, c'est de dire non, vous le faites sans moi. Et quand il y a des thèmes qui m'ont été proposés, je dis je n'irai pas le faire. Vous allez produire pour D8 ? Oui, 2 primes. Alors on est en discussion sur plein de trucs, mais il y a normalement 2 primes doivent arriver avant le 30 juin. Ce sera quoi ? Eh ben, je vous dis, on est en train d'en discuter. C'est dans le div. Divertissement. Voilà, dans le divertissement, pas du magazine. Ce soir, on vous retrouve avec le grand match des années 90. Ouais. En gros, c'est quoi, en quelques mots ? C'était la même chose que les années 80, voilà, avec 10 ans de plus et une vingtaine d'invités qui viennent, un grand quiz sur les années 90, la musique, les tendances, les modes, des extraits du bêtisier, et puis tout est fait pour qu'on plonge complètement dans les années 90. Vous êtes beaucoup mieux finalement sur D8 qu'à TMC. Oui. Oui, parce que l'émission le veut, mais vous savez... TMC, voilà, ils m'ont permis quand même, à un moment donné, je crois que l'erreur que j'ai commise, c'est de refaire sans aucun doute. Mais je l'ai refait par faiblesse, et c'est pas leur faute, c'est la mienne, puisque c'est aussi moi qui ai beaucoup poussé à ça. François Lancelier me l'a proposé. J'ai pris un tel coup de massue quand ça s'est arrêté sur France 2, que j'ai eu pour la première fois le vide. Moi, j'étais un enfant doré. Mon premier métier était d'animer sur François Bordeaux. Il ne s'est pas passé une saison sans que j'ai rien. Et là, tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, on vous lisait déjà en gros Courbet-Viré, ce qui est déjà assez impressionnant en première page du Parisien. Et là, tout d'un coup, la peur du vide. Et vous avez tout de suite besoin de vous remettre en selle parce que je me suis dit, tu vas tomber. Ça s'est présenté, j'y étais. Mais déjà dans ma tête, je savais que c'était vers le divertissement. Et c'est dommage, j'aurais dû avoir le courage, manque de courage, peut-être de dire attends et attends la bonne propale. Mais au fond, si on fait le bilan de ce qui s'est passé, tout ça, c'est la faute à France 2 ? Tout ça, c'est la faute à un homme, pas à France 2. Et là, j'insiste là-dessus. Je vous assure que c'est un homme qui a fait du zèle, qui maintenant, d'ailleurs, je crois, a été... On l'a retiré de ses fonctions. C'est qui ? Philippe Villamigena. Voilà, c'est C'était lui. le directeur des programmes de France 2. Voilà, et c'est vraiment parce que depuis le lendemain, enfin, je veux dire, quelques temps après, j'ai vu Tuilier dans son bureau, j'ai revu tout ce Toute la direction. Corinne Fix, Nathalie André, je les vois encore, je leur propose des projets. Voilà, c'est de l'histoire ancienne. C'est un homme qui a fait un peu de zèle, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne vous aimait pas ? J'en sais rien, mais il faudrait lui demander, ou parce qu'il avait peut-être promis d'autres choses à d'autres personnes et qu'il fallait... vous savez, c'est pas toujours très rationnel, hein, c'est pas toujours la meilleure émission, il y a des fois des accords, des trucs, on n'est pas toujours au courant. Et au lieu de vous le dire franchement, Julien, on va arrêter parce qu'il y a ça et je ne suis pas bête, on trouve un accord, non, on essaie de vous faire croire et on trouve un pseudo. Et la preuve, on est parti à 11,5. Hein. À 11,5, on est parti. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui vous a remplacé, vous vous dites quoi, qu'ils ont eu tort ? Non, moi je me dis qu'à l'époque, on était à 11,5, qu'effectivement, si j'y étais, on serait encore à 11,5. C'est pareil pour On ne demande qu'à en rire, qui était à 11. Donc, le changement, trop de changements tue une grille. Et je crois qu'à un moment donné, peut-être lui en particulier, a tellement eu envie de plus. C'est tellement facile quand on fait 20% de dire on va faire 25, et quand on est à 25, il faut faire 30. Et à un moment donné, il faut savoir se fixer des limites. On est en train d'installer un trio. Les experts, le jeu que je faisais, on ne demande qu'à en rire, et derrière, je ne me rappelle plus, Nagui, qui prenait, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Un mot sur votre one-man show, parce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et je pense que finalement, ça influe beaucoup ce que vous faites à la télévision. Vous êtes tous les mardis à 20h à l'Apollo Théâtre à Paris, vous serez en fin juin à Bordeaux d'ailleurs, chez vous. Là, vous vous exprimez à fond. On a vu beaucoup d'animateurs télé qui sont partis justement, faire des spectacles. Vous le faites de façon plus modeste. C'est pas non, mais déjà, avant d'être plus modeste, c'est pas. On me dit toujours pourquoi vous passez de la télé à la scène, c'est pourquoi je suis passé de la scène à la télé. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand je suis monté pour la première fois à Paris, c'était pour écrire des sketchs pour Jacques Martin. Mon job, je me levais le matin, j'écrivais pour Laurent Gérard, pour Virginie Lemoine, j'étais auteur. Et Gérard Louvain m'appelle et me dit veux-tu venir faire un casting ? Je ne le connaissais pas, j'y vais. Et quand vous avez, je vais être honnête avec vous,
les cachets que vous avez en tant qu'auteur chez Jacques Martin, puisque j'étais obligé de faire des boulots à côté, on n'en vivait pas, et que tout d'un coup on vous met un contrat et on vous dit tiens tu vas animer ça, tu vas gagner ta vie, etc. Bah, je vais faire un an. Et puis la télé, une émission, 2 émissions, on s'installe dans un confort. Manque de courage pour dire à un moment donné j'arrête tout, et à un moment donné l'idée elle devient insupportable et j'ai décidé, et voilà, c'est l'aventure de ma vie. Et je pense que si je suis aussi épanoui sur D8, c'est parce qu'il y a le One Man Show. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes moins exigeant à vouloir à tout prix vous mettre en avant et votre ego est satisfait finalement par le théâtre aujourd'hui. Le théâtre, et la scène. vous savez, on a tous un ego, hein, on est Bien tous sûr, je bah crois, oui, c'est psychanalysés par le micro. Vous voyez, mais je suis plus rentré dans la guerre des chiffres. Mais honnêtement, j'ai décroché tout ça. C'est-à-dire que je fais mon boulot avec plaisir, mais je suis tellement heureux sur scène et j'espère partager ça avec les gens que arrive ce qui arrive en télé. Tous les mardis 20h donc Apollo Théâtre à Paris. Un mot sur producteur également, tous ensemble, Marc-Emmanuel. C'est fini, non? Non, c'est pas fini. D'ailleurs, ça sent la fin. Je vais vous expliquer ce que ça sent. C'est qu'on est en train de discuter, mais surtout on va faire une V2. Le changement d'horaire a été tragique. Alors au début, on s'est dit c'est l'émission qui est foutue. Et puis ils nous ont mis un petit coup de nos chers voisins. On a vu que ça faisait pareil. Il y a eu une nouvelle émission sur les coiffeurs, ça a fait moins. Donc l'horaire est catastrophique, passer de 18 à 17 parce que vous êtes au milieu de tout ça. Et on va pas se cacher derrière son petit droit, usure. Donc on lance la V2 samedi, avec maintenant une quasi-co-animation. C'est Gérard Vives qui va être le premier. Il va être très très présent. La star va être très très présente au lieu de venir une faire star un petit par coco. émission qui va co-animer. Super, voilà, qui sera différente à chaque fois. On a chapitré, on a cassé complètement le conducteur. Là, j'en sors. Donc la première, regardez, c'est la première de la V2 de Tous Ensemble. C'est ce samedi 17h. Et voilà, effectivement. Et vous avez été battu par les carnets de Julie la semaine dernière par France 3. Non, qui est notre principal concurrent. Oui, mais c'est embêtant. Non, mais moi, je me contente pas de ça. Ouais. Même si l'horaire est pas bon, il est hors de question que moi, producteur, je me contente de ça. Donc cette V2, c'est la dernière chance. On peut dire qu'effectivement, si là, ça redémarre pas, on pourra se poser des questions, mais pas des questions sur le genre. Je crois que sur des questions, on est arrivé au bout d'une logique. Il va falloir la repenser, mais je reste persuadé que faire ce qu'on fait à la télé, vous voyez, ça serait un excellent, si jamais ça continue pas sur TF1, mais j'y crois, vous allez voir, on va réussir le coup. Marc-Emmanuel est en cause ou pas? Non, je crois pas. Marc-Emmanuel était surexposé dans l'émission. On l'a trop mis, et ça c'est notre faute. Du Marc-Emmanuel par-ci, et du Marc-Emmanuel par-là, et du Marc-Emmanuel, et on va le laisser se reposer un peu dans le conducteur. Mais ça serait un méga prime de TNT. On va regarder ça, voilà, le message est passé, je l'ai bien compris. Europe